Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue développeurs et développeuses pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire une vidéo technique. Pour ceux qui me suivent, n'est-ce pas, sur YouTube, ils savent que dernièrement, donc les 3 dernières semaines ou les 4 dernières semaines, j'ai fait des vidéos, n'est-ce pas, sur l'initiation à l'introduction à la programmation informatique, l'introduction, n'est-ce pas, en informatique, et aussi l'introduction à la programmation orientée objet. Donc, cette vidéo, n'est-ce pas, c'est la suite logique de l'introduction à la programmation orientée objet. Donc, ici, il est question de parler des algorithmes. Il est question ici de parler des algorithmes. Donc, voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais partager mon écran et on va commencer donc à travailler. Alors, donc tout ce que vous devez savoir sur les algorithmes. Tout ce que vous devez savoir sur les algorithmes. Ça va être assez long, donc je pense qu'on va faire des petites pauses pendant cette vidéo. Donc on commence. La première question à se poser, c'est quoi un algorithme, n'est-ce pas? Donc, un algorithme est une méthode générale pour résoudre un type de problème. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les problèmes peuvent, n'est-ce pas, se regrouper, se classifier en ce qu'on appelle des types de problèmes ou des styles de problèmes. Et chaque groupe de problèmes, chaque style de problème, chaque type de problème peut avoir, n'est-ce pas, des méthodes pour les résoudre, des méthodes générales que si tu utilises, tu vas les résoudre de cette manière-là. Et ces méthodes-là sont appelées simplement algorithmes. Donc, en réalité, algorithme n'est pas un terme utilisé seulement en informatique, vu que les problèmes, n'est-ce pas, se trouvent partout. Donc, quel que soit le type de problème qu'une personne peut avoir, quels que soient les types de problèmes, les classes de problèmes, on peut avoir des problèmes, par exemple, dans le monde des mathématiques, le monde des statistiques, le monde, je sais pas moi, le monde de la politique, le monde de l'éducation. Donc, les problèmes peuvent se retrouver dans beaucoup de secteurs. La manière de résoudre ces problèmes, généralement, est appelée algorithme. Donc, c'est une méthode qui a été définie, pour résoudre un certain type de problème. On appelle cette méthode-là algorithme. Donc, vous allez souvent entendre parler des gens qui disent « j'ai utilisé tel algorithme pour faire telle chose, j'ai utilisé tel algorithme pour résoudre tel problème ». Donc, ça, c'est un algorithme. Maintenant, pour pouvoir, n'est-ce pas, aller et créer des algorithmes ou aller, n'est-ce pas, analyser des algorithmes, aller, n'est-ce pas, comprendre des algorithmes ou écrire des algorithmes en informatique, on a besoin d'explorer, n'est-ce pas, les objets élémentaires qui composent un algorithme. Donc ça, c'est une étape préliminaire, n'est-ce pas, que nous allons faire tout au long, n'est-ce pas, de cette vidéo. Alors, allons-y. Voyons directement. Alors, le premier objet élémentaire que nous allons voir, ce sont les variables. C'est quoi une variable? Bon, pour ceux qui ont suivi la programmation orientée objet, on a déjà parlé des variables. Ce sont, n'est-ce pas, ces objets-là qui contiennent des valeurs. Donc, allons dans la définition. Une variable est un symbole, habituellement un nom, dont le contenu peut prendre successivement différentes valeurs pendant l'exécution d'un programme. Donc, pour nous, on peut penser, n'est-ce pas, une variable comme étant simplement une boîte. Et cette boîte-là a un nom. Et dans cette boîte, il y a une valeur. Dans cette boîte, on va mettre quelque chose. Donc, ça, c'est de manière générale ce que c'est qu'une variable. Si on veut aller légèrement plus loin, dans un ordinateur, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle la mémoire, donc, où les données sont gardées. Et une cellule de mémoire, en fait, est là où se trouvera le contenu d'une variable. Donc, ça, c'était pour aller un peu plus loin. Donc, les valeurs, n'est-ce pas, que contient une variable sont des valeurs qui sont, n'est-ce pas, positionnées quelque part dans la mémoire de notre ordinateur. Donc, ça, c'est une variable.
un exemple, on peut avoir la variable qui s'appelle A, par exemple, et dont la valeur est 5. Donc, une variable A. A, c'est simplement un symbole. On peut appeler la variable de plusieurs manières possibles. Je pourrais aussi appeler la variable, je ne sais pas, moto ou voiture. Et à l'intérieur de la variable, je mets ce que je veux. Bon, dans ce cas, la variable, c'est un nombre entier, donc j'ai mis 5. La variable pouvait être, par exemple, on va dire la variable pouvait être, par exemple, on va dire un nom, c'est-à-dire si, par exemple, ma variable était moto, au niveau de nom, je pouvais, par exemple, mettre Kawasaki, qui est une marque de moto, par exemple, ou bien autre chose. Donc, c'est un peu ça. On avance. Ensuite, on a les structures de données. Alors, c'est quoi une structure de données? Une structure de données, c'est tout simplement la manière dont on va organiser nos données, parce qu'en informatique, on se retrouve, lorsqu'on écrit un programme, lorsqu'on doit résoudre un problème, à devoir gérer beaucoup de données et des données de différents types. Et donc, il faut organiser ces données-là, il faut les structurer d'une certaine manière. Et donc, pour faire cela, on va utiliser ce qu'on appelle les structures de données. Alors, la définition. Alors, les structures de données, n'est-ce pas, c'est une manière d'organiser les données pour les traiter plus facilement. Donc, il est important maintenant d'aller voir les différentes structures de données qu'on utilise en informatique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en informatique, il y a des structures de données qui ont déjà été définies pour, disons, des objets de base, pour, n'est-ce pas, des données de base qui sont régulièrement utilisées pour résoudre des problèmes informatiques. On a déjà des structures de données qui ont déjà été faites, qui sont présentes dans la majorité des langages de programmation qui existent. Et ensuite, on a aussi des structures de données que le programmeur, le développeur, toi, moi, nous pouvons créer si, n'est-ce pas, les structures de données contenues dans le langage de programmation n'est pas suffisant pour résoudre le problème. Donc, on va parler de structures de données, n'est-ce pas, particulières où tu définis exactement ta structure de données comme tu veux. Alors, commençons par les structures de données, donc des exemples de structures de données. On a par exemple le tableau. On ne va pas voir toutes les structures de données de l'informatique, de la programmation informatique, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, on va se concentrer sur les structures de données les plus simples, qui sont aussi les plus utilisées dans les langages de programmation et dans la programmation, surtout au début, pour résoudre des problèmes simples. Alors, c'est quoi un tableau? Un tableau, c'est une structure de données qui consiste en un ensemble d'éléments ordonnés, accessibles par leur position. Donc, c'est un ensemble d'éléments ordonnés, accessibles par leur position. Ici, il est bon de voir directement un exemple pour savoir ce qu'on entend par là. Alors, ici, on a un tableau qui contient 9 nombres entiers, de 1 jusqu'à 9. Ça, c'est donc ce qu'on appelle un tableau. Vous voyez ce que c'est qu'un tableau? Donc, un ensemble d'éléments qui sont ordonnés et ils sont accessibles par leur position. Ça veut dire que si je veux accéder à cette partie-ci, donc je vais accéder à cette cellule de mon tableau. Donc, c'est-à-dire le 4e élément de mon tableau. Je dois connaître la position du 4e élément de mon tableau. Je dois savoir qu'il y a la position 4. Sachant qu'il y a la position 4, je vais pouvoir prendre la valeur qui se trouve dans la position 4 de mon tableau. Et n'est-ce pas, cette valeur contient 4. Donc, c'est un exemple simple dont j'ai voulu prendre exactement un objet qui contenait, n'est-ce pas, comme valeur les positions. La dernière valeur, par exemple, se trouve à la dernière position. La dernière position, c'est la 9e position. Donc, si je regarde à la 9e position, je trouve qu'il y a une valeur, c'est un nombre entier qui est 9. Donc, ça, c'est un tableau. Donc, pour l'exemple, j'ai pris un tableau de nombres entiers, mais bien sûr, on peut créer un tableau où les éléments ne sont pas des nombres entiers, mais peuvent être d'autres types de nombres, d'autres types de données. Ça peut être des nombres décimaux ou autre chose. Donc, on continue. Autre sujet de données, les chaînes de caractères. C'est quoi une chaîne de caractères? Donc, une chaîne de caractères, c'est un peu comme un tableau, sauf que chaque élément de notre tableau est un caractère. Et un caractère, c'est un élément, on va dire pour simplifier, qui fait partie d'un alphabet.
Donc, une chaîne de caractères est une suite ordonnée de caractères. Donc, comme vous avez vu, c'est exactement comme le tableau parce qu'ici, on a un ensemble de caractères qui est ordonné. Donc, c'est comme le tableau, mais les éléments sont des caractères. Si on vient ici, on a un exemple où on a une chaîne de caractères qui contient 12 caractères. Ici, comme caractère, j'ai pris simplement des lettres de l'alphabet. Donc, on a le D, le E, donc ça, c'est pour former le mot développeur. Donc, voici notre chaîne de caractères. Bon, on va avancer. Autre structure de données, on a les listes chaînées. C'est quoi une liste chaînée? Alors, une liste chaînée, c'est quoi? Une liste chaînée désigne en informatique une structure de données représentant une collection ordonnée et de taille arbitraire d'éléments de même type dont la représentation en mémoire de l'ordinateur est une succession de cellules faites d'un contenu et d'un pointeur vers une autre cellule. Donc ici, on a beaucoup d'informations. On va essayer de décortiquer ça petit à petit. Alors, la liste chaînée, c'est une structure de données. OK, jusqu'ici, nous y sommes. Qui représente, n'est-ce pas, une collection. Collection parce qu'on a un ensemble d'éléments ordonnés. Ordonnés, donc ça veut dire qu'ici, on a encore le principe de position. Donc, chaque élément a une position donnée. Ensuite, la taille est arbitraire. Donc, une liste chaînée peut avoir un nombre d'éléments très grand, indéterminé en fait. Et de même type, donc un peu comme dans le tableau, ici aussi on a des éléments de même type, donc ça peut être des entiers, ça peut être des nombres décimaux et ainsi de suite. La représentation à mémoire est une succession de cellules. Bon, pour faire un petit flashback, tout à l'heure je disais que les variables en mémoire sont comme des cellules, sont comme des espaces dans la mémoire où il y a une valeur. Donc ici, on revient sur ce même principe. Donc, ces espaces de mémoire, on peut les appeler des cellules dans la mémoire de l'ordinateur. Pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la liste chaînée, les cellules dans la mémoire contiennent deux choses. Elles contiennent la valeur de l'élément de la liste chaînée. Elles contiennent la valeur de la liste de l'élément, donc elles contiennent la valeur de l'élément dans notre liste chaînée et ensuite elles contiennent un pointeur vers une autre cellule. Un peu comme pour dire que lorsqu'on est sur un élément de cette liste chaînée, on peut connaître deux informations. L'information qui est simplement la valeur de cet élément, et l'autre information qui nous donne, n'est-ce pas, on va dire, qui nous donne l'adresse, quand on dit pointeur, pointe vers, qui nous donne l'adresse de l'autre cellule, qui nous dit où est-ce que se trouve la cellule suivante. Et c'est donc ça qui crée dans la chaîne. C'est pourquoi on dit liste chaînée. C'est parce que chaque élément lui-même, il va nous donner la direction, n'est-ce pas, l'adresse vers le prochain élément de la liste chaînée. Donc, si on va voir un exemple pour être plus clair, on a ici une liste chaînée de 3 éléments. Donc, on a le premier élément sont des nombres entiers qui est 12. Donc, vous voyez bien que l'élément 12 a deux informations. Donc, il y a 12, le nombre 12, et ensuite, il y a ce pointeur-ci qui veut en réalité symboliser le fait que dans cette case, en fait, on a l'adresse qui nous dit à quel endroit dans la mémoire de notre ordinateur se trouve la prochaine cellule qu'on cherche, qui est le deuxième élément. Ici, 99. Ensuite, une autre adresse qui nous montre où se trouve le prochain élément, 37. Et ensuite, on a cette adresse qui nous pointe à nulle part parce qu'en fait, la liste chaînée est terminée. Donc, ça va pointer au vide, tout simplement. Donc, voilà un peu comment se comporte la liste chaînée. On continue à avancer. Autre type de structure de données. Autre structure de données, on a par exemple les piles. Alors, c'est quoi une pile? Donc, une pile, il faut ici penser au verbe empiler quelque chose. Donc, quand on empile des objets les uns sur les autres, on se retrouve avec une pile. Donc, une pile est une structure de données qui reprend la notion courante d'empilement d'objets, exactement. Donc, on va aller directement sur les exemples pour comprendre. Donc, ici, on a par exemple, ça c'est, on a deux images en haut et en bas qui nous montrent comment est-ce on insère des éléments dans une pile et comment est-ce qu'on enlève les éléments dans une pile en informatique. Ici, on parle de la pile informatique. Dans la pile informatique, en fait, c'est aussi un ensemble
un ensemble d'éléments de même type, un peu comme une liste qu'on a vue tantôt tout à l'heure, un peu comme un tableau, sauf qu'ici, les éléments sont empilés et dépilés. Et pour empiler un élément dans notre pile, on utilise une opération appelée push. Donc ici, par exemple, on a une pile qui contient un seul élément dont la valeur est 1. On va faire le push de 2. On va se retrouver avec une pile qui a 2 éléments, 1 et 2. Ensuite, si on fait un push de 3, on se retrouve avec une pile de 3 éléments, 1, 2 et 3. Si on fait un push de 4, on se retrouve ici, ainsi de suite, jusqu'à se retrouver avec une pile d'éléments de 1 jusqu'à 5. Si on fait push de 6, et ainsi de suite. Ensuite, pour dépiler, n'est-ce pas, un élément dans notre pile, parce que pour enlever un élément dans la pile, on enlève le dernier élément qu'on a empilé. Pour le faire, on utilise l'opération qui s'appelle pop. Et l'opération pop retire simplement l'élément au-dessus de la pile et le fait sortir de la pile. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne la pile. C'est une collection d'éléments où on peut empiler des objets et puis on les enlève encore de nouveau. Donc, c'est ça. On va continuer avec autre société de données, les fils. Donc, les fils, n'est-ce pas, ici, doivent nous faire penser lorsqu'on va au supermarché ou bien lorsqu'on va dans un bar. Et il y a ce qu'on appelle la queue, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui veulent prendre le café, donc on est obligé de se mettre en file indienne. Ça, c'est ce qu'on appelle les files. Donc, ça représente, disons de manière imagée, les files en informatique. Donc, une file, dite aussi file d'attente, justement, en anglais queue, est une société de données basée sur le principe de première entrée, première sortie ou encore PEPS, en anglais FIFO, First In, First Out, ce qui veut dire que les premiers éléments ajoutés à la file seront les premiers éléments à être retirés. Donc, si on va voir un exemple de cela, voici par exemple une file, n'est-ce pas, comme elle est représentée en informatique. On a, n'est-ce pas, la partie avant ou la tête de file et on a la partie arrière ou la queue de file. Et pratiquement pour enlever un élément dans la file, on enlève les éléments en tête de file en utilisant l'opération qui s'appelle dequeue en anglais. Et pour mettre un élément en file d'attente, on utilise l'opération enqueue et on ne met que les éléments au fond de la file. Voilà. Donc ça, ce sont, n'est-ce pas, les fils. Les fils fonctionnent comme ça en informatique. Autre structure de données, ce sont les arbres binaires. Donc les arbres binaires. Voilà, arbre binaire. Voyons voir ce que c'est qu'un arbre binaire. Donc, un arbre binaire est une structure de données qui peut se représenter sous forme d'une hiérarchie d'éléments. Une hiérarchie d'éléments. Et dans un arbre binaire, chaque élément possède au plus 2 éléments au niveau inférieur. Voilà. Donc, on va expliquer tout ça. Arbre binaire B qui vient de 2. C'est pourquoi on ne peut avoir que 2 éléments au niveau inférieur au plus. Donc, 2 ou un élément au plus. Donc ici, voilà l'arbre binaire. On va un peu essayer de voir un exemple pour comprendre. Voici par exemple un arbre binaire. Ok. L'élément que vous voyez ici, qui est le 1, on a un arbre binaire ici de nombres entiers. Le 1 que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la racine, n'est-ce pas? La racine d'un arbre binaire. Un arbre binaire, maintenant, cette racine 1 a 2 fils au niveau inférieur. A 2 fils au niveau inférieur. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de hiérarchie, parce qu'il y a le principe de père-fils dans les arbres binaires. Donc, le père 1 a 2 fils, 2 et 3 au niveau inférieur. C'est un arbre binaire, il peut avoir 2 fils, il n'y a pas de problème. Donc, celui-ci maintenant, le fils 2, a aussi 2 fils au niveau inférieur, 4 et 5. 4 n'a plus de fils. 5 a 2 fils, 5 a 2 fils, le 7 et le 8. On revient de l'autre côté. 3 n'a qu'un seul fils, le 6 à droite, et 6 n'a qu'un seul fils, le 9 à gauche. Donc, en fait, dans un arbre binaire, chaque élément peut avoir 1 ou 2 fils au niveau inférieur. Les fils peuvent être ou du côté droit ou du côté gauche. Et voici comment on représente dans les arbres binaires, disons, sur du papier. Donc, voilà pour les arbres binaires. On va maintenant passer à une autre structure de données appelée les graphes. Les graphes. Donc, les graphes, c'est quoi? Un graphe est un ensemble de points dont certaines paires sont directement reliées par un ou plusieurs liens.
Donc, voici l'exemple d'un graphe. Donc, on a par exemple ce graphe on a 3 points. Et n'est-ce pas, ces 3 points, n'est-ce pas? Si on regarde les paires, on voit que les paires sont reliées par un lien direct. Vous remarquez qu'il y a des flèches, c'est parce que ce graphe est orienté. Donc, il y a des directions, n'est-ce pas? Il y a certains graphes qui ne sont pas orientés et il n'y a pas de flèches. Donc, il y a juste des liens entre les différents éléments des graphes. Donc, à l'intérieur de ces graphes, n'est-ce pas, ici, par exemple, il n'y a rien à l'intérieur, mais dans chaque élément du graphe, il y a des éléments, n'est-ce pas, il y a des données à l'intérieur. Donc, voilà, ça, c'est une autre structure de données. Chacune de ces structures de données, n'est-ce pas, a été créée parce que cela permet d'ordonner les données d'une certaine manière et cela permet de résoudre plus facilement un certain style de problème. Donc, on ne va pas entrer dans les détails de toutes ces structures de données, pourquoi elles sont utilisées, pourquoi elles sont comme ça ou pas. On va juste les définir. Et dans l'avenir, on va, n'est-ce pas, pouvoir aller dans le détail de cela. Donc, mais il est important déjà de savoir qu'il y a ces structures de données qui peuvent être utilisées dans un langage de programmation, dans un algorithme pour résoudre certains problèmes. On va donc aller à la suite. Donc, on a fini avec les structures de données. Donc, on va souffler un peu. Donc, on fait une grande respiration. OK, on continue. Maintenant, on va passer aux expressions booléennes. Les expressions booléennes, d'autres éléments qui sont importants pour, n'est-ce pas, comprendre ce qui se trouve dans un algorithme. Une expression booléenne est tout simplement une expression, comme son nom l'indique, booléenne parce qu'elle peut avoir une valeur qui peut être vraie ou faux. Donc, allons là-dessus, la définition. L'expression booléenne est une expression qui donne une valeur booléenne, c'est-à-dire vrai ou faux. Allons voir un exemple. 5 est supérieur à 3 est une expression booléenne qui est vraie parce que 5 est supérieur à 3. 5 est inférieur à 4 est une expression booléenne, mais elle est fausse. Donc, voilà un peu les expressions booléennes. Voilà 2 exemples d'expressions booléennes. Il faut les connaître parce que dans les algorithmes, on les utilise. Ensuite, on va passer aux instructions. Voilà. Pour ceux qui ont suivi, n'est-ce pas, la vidéo sur l'introduction à la programmation orientée objet, vous savez déjà ce que c'est qu'une instruction. Donc, une instruction, c'est quoi une instruction? C'est tout simplement, n'est-ce pas, quelque chose que l'ordinateur, n'est-ce pas, va exécuter. C'est une ligne, n'est-ce pas, qu'on a écrit dans notre programme que l'ordinateur va exécuter. Allons un peu voir alors, voyons voir. Ici, on nous parle d'instruction d'assignation, n'est-ce pas? C'est un type d'instruction parce qu'il existe plusieurs types d'instructions. C'est quoi une instruction d'assignation? Définition. L'instruction d'assignation est une instruction d'un langage de programmation qui donne une nouvelle valeur à une variable. OK. Donc, voilà. Avec l'assignation, on va simplement changer la valeur qui se trouve à l'intérieur d'une variable. Exemple d'instruction d'assignation A égale 5. Quand je dis A égale 5, c'est une instruction d'assignation où je suis en train d'expliquer que lorsque l'ordinateur aura exécuté cette instruction, la variable A aura maintenant la valeur 5. Donc, voilà un peu. Bon, ici, je ne me suis pas attardé sur le langage de programmation parce qu'on ne parle pas encore de langage de programmation ici, mais on dit de manière générale. Donc, on va devant. Instruction conditionnelle. C'est quoi une instruction conditionnelle? C'est une instruction qui pose une condition, on dirait quelqu'un. Alors, on va sur la définition. Une instruction conditionnelle, aussi appelée expression conditionnelle, est une instruction d'un langage de programmation qui effectue différents calculs ou actions en fonction, n'est-ce pas, de l'évaluation d'une condition booléenne, à savoir vraie ou fausse. Donc, l'instruction conditionnelle va utiliser l'élément qu'on a vu tout à l'heure, qui est l'expression booléenne. Allons voir. Voilà. Donc, on regarde d'abord du côté gauche, ici, pour voir l'explication. Ici, on a if A égale true. If A égale true, ce qui se trouve entre parenthèses, c'est notre expression booléenne. L'expression booléenne ici est en train de dire la variable A est-elle égale à vrai? La variable A est-elle égale à vrai? Donc, c'est une expression booléenne parce que la réponse à cette question sera vrai ou faux, dépendant de la valeur qui se trouve dans la variable A. Bon, le if, c'est simplement pour dire si.
Donc, ça, c'est une instruction conditionnelle qui signifie si A est vrai, point d'interrogation, si A est vrai, si A est vrai. Maintenant, on va un peu aller à la droite pour voir ce qui se passe ici. Je vais essayer d'expliquer ce diagramme. Alors, regardons d'abord ce qui est écrit ici. Donc, ça, c'est une sorte de, on va dire, c'est une sorte de, on a des instructions ici, n'est-ce pas, qui sont écrites, on va dire, dans un pseudo-langage de programmation. La parole pseudo-langage de programmation, c'est pour dire qu'on n'utilise pas un langage bien défini. On utilise un langage que l'on peut connaître. C'est pas un langage de programmation précis, mais c'est juste pour comprendre, n'est-ce pas, ce qu'on veut faire. Donc, en lisant ce petit extrait de programme, on a if A égale true, qui signifie en réalité si A est vrai, donc si A égale à vrai, then B. Then signifie alors, donc then B, alors B, donc alors fait B. Donc B, c'est quelque chose. Fait B, B, ça peut être ici une instruction que l'ordinateur va exécuter. Else C. Else ici signifie sinon. Sinon, on va faire C. Sinon, l'ordinateur va faire C. Donc C, ici, peut représenter une instruction que l'ordinateur va exécuter. Ensuite, on a un if pour, n'est-ce pas, marquer la fin, n'est-ce pas, de la condition si qui a commencé ici. Voilà. Donc, ici, c'est simplement pour dire, alors, si la valeur A est vraie, alors on va faire ce qui se trouve en B, et c'est tout. Sinon, on va faire ce qui se trouve en C, et c'est tout. Fin. Pour représenter, n'est-ce pas, ce petit extrait d'algorithme, il y a ce diagramme-ci qui montre ce qui se passe, n'est-ce pas, qui montre le flux des événements, ceci étant le départ et ceci étant la fin. On arrive ici, on se retrouve devant un choix. L'élément A, est-il vrai ou est-il faux? Parce que s'il est vrai, on va suivre cette flèche et on va se retrouver en train de faire B, comme le dit l'algorithme, on le dit l'extrait de l'algorithme. Et ensuite, on va descendre à la sortie. Si A était faux, on devrait prendre ce chemin, se retrouver en train de faire C et puis descendre vers la sortie. Donc, ça, c'est un peu la représentation en flowchart. Pour ceux qui sont intéressés à cette représentation, on appelle ça le flowchart de ce petit extrait, n'est-ce pas, d'algorithme en pseudo-langage. Voilà. Donc, on a fait quelques petites parenthèses ici, on va continuer. Autre instruction, instruction de rupture de contrôle. Instruction de rupture de contrôle. On va lire la définition. Une instruction de rupture de contrôle est une instruction particulière d'un langage de programmation impératif pouvant dévier le flot de contrôle d'un programme la contenant lorsqu'elle est exécutée. OK, il y a beaucoup de choses ici. On va essayer de décortiquer une fois de plus. Alors, voyons voir. Donc, une instruction de rupture de contrôle est une instruction particulière d'un langage de programmation impératif. OK? On précise ici que le langage de programmation est impératif. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est qu'un langage de programmation impératif, il faut retourner, n'est-ce pas, à l'introduction, n'est-ce pas, à la programmation informatique ou l'introduction à la programmation orientée objet. Mais sinon, de manière générale, dans un langage impératif, n'est-ce pas, on a des instructions qui se suivent un après l'autre. Alors, pouvant dévier le flot de contrôle du programme. Le flot de contrôle du programme, c'est quoi? Le flot de contrôle du programme, c'est simplement la direction que le programme suit. Tout programme suit une direction, c'est-à-dire quelle est l'instruction qui va suivre après celle-ci, quelle est l'instruction qui va suivre après celle-ci, ainsi de suite. Donc, il y a un flow, il y a, n'est-ce pas, une direction que le programme est en train de suivre et il exécute les instructions une après l'autre en suivant ce flow. Donc, on dit ici que le flow va être dévié. Ça veut dire que si on devait partir et exécuter ces instructions-ci, 1, 2, 3, 4, comme ça, de cette manière-ci, dans cette direction-ci, il y aura déviation. Donc, on va sauter certaines instructions, on va prendre une autre direction. Et cela se fait lorsque l'instruction de rupture de contrôle est exécutée. Donc, quand elle est exécutée, il y a déviation. On ne va plus suivre, n'est-ce pas, le flow normal. Au lieu d'aller exécuter l'instruction qui suivait, on va changer et on va exécuter une autre instruction. Donc, on peut un peu l'imaginer comme étant
lorsque les rails, n'est-ce pas, il y a déviation, il y a changement, n'est-ce pas, de rail. Quand tu es dans un train ou dans un métro, à un moment donné, il y a une sorte de carrefour et le train peut prendre ou le rail de droite ou le rail de gauche. Et à un moment donné, il y a donc des mécanismes qui font changer de telle sorte que le train va aller ou sur la rail de droite ou sur la rail de gauche, dépendant de la destination finale du train. Donc, on va aller et on va voir maintenant des exemples, n'est-ce pas, d'instructions de rupture de contrôle parce qu'il y en a plus d'un. Les premiers sont les sauts inconditionnels, c'est-à-dire sans condition, on va sauter des instructions pour partir, n'est-ce pas, exécuter d'autres instructions. On va voir de quoi il s'agit. Alors, un saut inconditionnel, souvent appelé go-to, ça signifie il faut partir, go-to, partir à, donc go-to, partir à, souvent appelé go-to, permet de renvoyer l'exécution vers une étiquette. Ici, étiquette, on veut par là dire, n'est-ce pas, par étiquette, on entend le nom de l'instruction qu'on veut aller exécuter. Ce saut est systématique, c'est-à-dire sans appel. Ce saut est systématique, il entraîne une rupture de flot d'exécution et on dit aussi une rupture de séquence de branchement. Donc, allons voir ce qui se passe dans la réalité, dans la réalité du programme. Donc, on a l'instruction 1. Ici, on a le saut conditionnel qui dit il faut aller au label 1. Il dit il faut aller go to label 1. Label 1 se trouve ici en bas, après beaucoup d'instructions. Ce qui signifie que notre programme, après l'instruction 1, devait faire l'instruction 2, mais comme il y a l'instruction saut to label 1, il va sauter et il va se retrouver ici à label 1 où se trouve l'instruction N, où N peut être par exemple 10 et il va exécuter l'instruction 10 et il va continuer de nouveau son flow à partir de là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne les sauts conditionnels. Ensuite, on a les... Non, je voulais dire comment... C'est comme ça que fonctionnent les sauts inconditionnels. Ensuite, on a les sauts conditionnels qui sont différents. Les sauts conditionnels ont besoin d'une condition. Ça veut dire que si une condition a été vérifiée comme étant vraie, alors on va sauter. Ou bien faux, alors on ne va pas sauter. Donc ici, le saut n'est pas systématique. Ça dépend de ce qu'on va trouver en évaluant l'expression booléenne. Donc, les sauts conditionnels permettent de réaliser un branchement si une condition est vérifiée. OK? Si la condition n'est pas vérifiée, l'exécution se poursuit séquentiellement. OK? Donc, la condition est parfois appelée condition de rupture puisqu'elle implique en général une rupture dans le flot d'exécution lorsque la condition est vérifiée. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure. Bon, dans ce cas, on n'a pas besoin d'exemple parce que c'est simple à comprendre. Ensuite, toujours parlant des instructions, parlons un peu de ce qu'on appelle bloc d'instructions. C'est quoi un bloc d'instructions? Bon, comme son nom l'indique, c'est tout simplement un ensemble d'instructions qui sont regroupées en un endroit pour faire quelque chose. Ensuite, on a les alternatives. C'est quoi les alternatives? Les alternatives, c'est, n'est-ce pas, lorsque dans un programme, à partir d'une condition, donc un peu comme tout à l'heure, on pose une condition booléenne et on a des alternatives. Donc, où on exécute un bloc d'instructions si la condition est vérifiée. Sinon, on va exécuter un autre bloc d'instructions. Donc, les alternatives sont des structures de programmation effectuant un test logique sur une condition et permettant un choix entre divers blocs d'instructions suivant le résultat de ce test. La condition est en général appelée condition de continuation car le flot d'exécution continue avec le bloc d'instructions qui suit immédiatement à la condition lorsque celle-ci est vraie. Donc, si on veut voir des exemples, n'est-ce pas? On va voir par exemple l'exemple le plus simple. On fait un test. Est-il vrai? OK, d'accord. Dans ce cas, on va faire l'instruction 1. S'il n'est pas vrai, alors on va faire l'instruction 2, qui est ici. Donc, ça, c'est une alternative. Ensuite, on a d'autres styles d'alternatives. Donc, ici, par exemple, on a, si le test est vrai, on fait l'instruction 1. Et ensuite, on va se retrouver là-bas. Si le test n'est pas vrai, on a un autre test qui suit encore. Si le test est vrai, alors on a l'alternative 2. Avant de revenir ici, continuer sur l'instruction 3. Donc, on a divers cas de figure.
Ok, parlons maintenant des boucles. C'est quoi une boucle? Bon, une boucle, c'est lorsque il y a, n'est-ce pas, un cycle. Lorsqu'il y a un cycle, ça veut dire qu'on répète quelque chose plusieurs fois. On répète quelque chose plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est une expression qui signifie tourner en boucle. Bon, je ne sais pas, on va vérifier ça. Donc, une boucle. Une boucle est une structure de contrôle destinée à exécuter une portion de code plusieurs fois de suite. Ici, c'est important de suivre parce qu'on dit la structure de contrôle branchant le pointeur ordinal au début du code, c'est-à-dire ce qui permet qu'on recommence au début du code, n'est-ce pas, tant qu'une condition de continuation est remplie. Ou bien, selon les boucles, qu'une condition de sortie n'est pas remplie. Donc, avec les boucles, il y a, n'est-ce pas, différentes manières de savoir si on doit encore boucler, permettez-moi l'expression, si on doit encore faire un autre tour dans la boucle. Une des manières de le savoir, c'est la condition de continuation. C'est une condition que lorsqu'elle est remplie, je peux continuer à tourner dans ma boucle. Et on a la condition de sortie. Si elle n'est pas remplie, je ne sors pas de la boucle, je continue à tourner. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de types de boucles dans différents langages de programmation. Il y a des boucles qui sont très connues. Donc, on va essayer d'entrer dans les détails, n'est-ce pas, des boucles qui sont les plus connues. On a par exemple la boucle tant que, c'est-à-dire tant que cette condition est vérifiée, alors tu vas me répéter c'est ce bloc d'instructions. Tant que. Donc, ça fonctionne, ça se représente comme ça avec les flowcharts. Donc, tant que ce test est vrai, oui, alors je répète l'instruction 1 et je reviens, je refais encore le test. Le test est-il encore vrai? Oui, je continue. Je vais boucler ici tant que le test est vrai. La première fois que le test sera faux, je vais aller sur non et je vais continuer à faire autre chose. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, la boucle tant que. On a aussi la boucle jusqu'à ce que, c'est-à-dire ici on a une condition de sortie, c'est-à-dire exécute ce bloc d'instruction jusqu'à ce que, n'est-ce pas, cette condition est remplie ou n'est pas remplie. Donc, on va prendre un exemple. Ici, par exemple, je dis exécute l'instruction un test de sortie. Est-il vrai? Non, alors je ne sors pas, je continue. Test de sortie, est-il vrai? Non, alors je ne sors pas. Donc, je vais boucler ici jusqu'à ce que le test devienne vrai. Quand le test va devenir vrai, je pourrai sortir de ma boucle. Donc, ensuite, on a la boucle pour. Dans la boucle pour, généralement, c'est une boucle, n'est-ce pas, qui cycle autour, n'est-ce pas, d'une collection d'objets. Dans la boucle pour, on a un tableau, donc on a une collection d'objets, on a un ensemble d'objets. Je veux dire, on a un ensemble d'éléments dans une structure de données de type collection, comme par exemple une pile, comme par exemple une file. Bref, c'est structure de données qu'on a vu tout à l'heure qui avait un ensemble d'éléments qui sont reconnus par leur position. Donc, on va boucler sur chaque élément de la structure de données. Donc, ça fonctionne comment? Ça fonctionne comme ceci. Donc, ici, on a de nouveau quelque chose écrit en pseudocode, c'est-à-dire on n'est pas dans un langage de programmation précis. Pour chaque valeur dans une liste, je vais faire l'instruction 1. Ensuite, fin pour chaque et je pourrais maintenant faire l'instruction 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cela veut dire que entre cette ligne-ci, entre cette instruction-ci et cette instruction-ci, je vais répéter l'instruction 1 pour chaque élément que j'ai dans ma liste. Si j'ai 10 éléments dans ma liste, je vais répéter l'instruction 1 10 fois. Et à chaque fois que je vais répéter l'instruction, ce sera pour un élément précis. Donc, la première fois que je vais répéter l'instruction, je vais prendre le premier élément de ma liste et je vais aller exécuter l'instruction avec lui. Ainsi de suite jusqu'au dernier élément de la liste. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, généralement, dans cette instruction, il y a, n'est-ce pas, un paramètre qui va prendre l'élément que je suis en train, n'est-ce pas, auquel je suis intéressé à ce moment de la boucle-là. Donc, l'élément, la position, ça va prendre la position dans la liste. Donc, quand je serai à la 5e position, il y aura un paramètre qui va me dire, OK, tu es à la 5e position, voici ce que tu dois faire. Prends l'élément de la 5e position, fais quelque chose. Ça, ce sera notre instruction. Donc, après, on aura l'instruction 2. Donc, voilà, c'est un peu ça. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires après la vidéo
et je vais, n'est-ce pas, répondre à peine je serai libre. Voilà. Ouf. Ok, on va faire une autre petite pause. On va faire une autre petite pause de quelques secondes. On va respirer très profondément. Ok, parce qu'on vient de finir une autre partie importante de cette vidéo. Donc, je suis content parce que finalement, on a fini les éléments fondamentaux qu'il faut connaître pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre un algorithme, n'est-ce pas, en informatique. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les types d'algorithmes parce qu'il existe plusieurs types d'algorithmes en informatique. Et pour chacun de ces types d'algorithmes, certains chercheurs, certains informaticiens ont, n'est-ce pas, écrit des algorithmes célèbres qui sont jusqu'aujourd'hui utilisés pour résoudre certains types de problèmes. Et donc, il ne faut pas réinventer la roue. Lorsque tu as un problème, si tu sais qu'il y a un algorithme qui peut le résoudre, tu vas chercher l'algorithme et tu vas l'utiliser dans ton programme. Pourquoi cela? Parce que généralement, les algorithmes qui existent déjà sont des algorithmes qui ont été démontrés d'être assez performants, assez rapides pour pouvoir résoudre, n'est-ce pas, un certain type de problème dont il faudrait utiliser cet avantage-là pour pouvoir avancer dans ton programme. On va continuer donc. On va voir, n'est-ce pas, tri ou rangement. Donc, il y a des algorithmes qui sont des algorithmes qui résolvent des problèmes de tri ou des problèmes de rangement. C'est-à-dire, ce sont des problèmes où on veut trier un ensemble d'objets, où on veut ranger un ensemble d'objets, que ce soit par ordre croissant, par ordre décroissant. Ça dépend du type de problème. Pardon. Donc, on dit ici un algorithme de tri en informatique ou en mathématiques est un algorithme qui permet d'organiser une collection d'objets selon une relation d'ordre déterminé. Donc, c'est ce que je disais tantôt tout à l'heure. On va voir, n'est-ce pas, maintenant, un algorithme en particulier de ce type d'algorithme. Donc, comme type d'algorithme de tri, un exemple particulier, ce sont des algorithmes, c'est un algorithme en fait qu'on appelle le tri par insertion. Et en anglais, on dit insertion sort. C'est un algorithme qui résout des problèmes de rangement. Allons voir, n'est-ce pas, cet algorithme. Dans l'algorithme, on parcourt un tableau à trier. Donc, le tableau à trier, on le parcourt, n'est-ce pas? On le parcourt du début jusqu'à la fin. Et au moment où on considère le ième élément, n'est-ce pas? Dans l'élément qu'on est en train, où on est au moment du parcours, les éléments qui précèdent sont déjà triés. OK. Donc, on parcourt les éléments. Lorsqu'on considère le ième élément, tous ceux qui sont derrière sont déjà triés. Donc, pour faire l'analogie avec l'exemple du jeu de cartes, lorsque on est à la ième étape du parcours, le ième élément est la carte saisie et les éléments précédents sont la main triée et les éléments suivants correspondent aux cartes encore mélangées sur la table. Donc, ici, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que cet algorithme, insertion sort, est un algorithme qui est utilisé couramment dans le monde normal pour trier les cartes. Donc, quand tu veux trier les cartes, comment tu fais? Quand tu veux les trier, n'est-ce pas, par ordre, on va dire par ordre croissant. Ce que tu fais, c'est que tu ramasses les cartes sur la table au hasard. Tu prends une carte, tu regardes, OK, ça c'est un 5, tu la mets dans ta main. Tu cherches une autre carte, tu prends, OK, ça c'est un 2, je sais que 2 est plus petit que 5, donc je vais mettre 2 avant 5. Ensuite, tu continues, tu prends une autre carte, ça c'est un 10, OK, 10 est plus grand que 5, plus grand que 2, je vais le mettre ici à droite, et ainsi de suite. Donc, tu as une main de cartes qui est triée, et à chaque fois que tu prends une carte sur la table, tu vérifies quelle est sa position parmi les autres cartes que tu as déjà dans ta main, et tu l'insères, d'où insertion sort. Tu l'insères exactement dans sa position. Maintenant, comment est-ce que ça se passe dans cet algorithme? Comment est-ce que ça se passe au niveau de l'algorithme informatique? Bon, pour voir comment ça se passe, on va regarder cet exemple. On a l'élément 6. C'est notre premier élément, on ne fait rien. On a l'élément 5. 5 est plus petit que 6. Il faut qu'on mette 5 avant 6. OK, on continue à parcourir. On a maintenant l'élément 3. 3 est plus petit que 5, plus petit que 6. On va donc le décaler. Non pas de 1, mais de 2 cases. Donc, on va mettre 3 là. Prochain élément sur la liste 1. 1 est plus petit que 6. 1 est plus petit que 5. 1 est plus petit que 3. OK, on va le décaler jusqu'au début. Et on va le mettre à la première position. Prochain élément à considérer, l'élément 8. 8 est plus grand que tout le monde ici. On le laisse à sa position. Élément 7.
7 est plus petit que 8, mais plus grand que 6. Donc, on va laisser 7 ici. Voilà, on va à l'élément 2. 2 est plus petit que 8, plus petit que 7, plus petit que 6, plus petit que 5, plus petit que 3, mais plus grand que 1. On va le mettre là. OK, on insère. Ensuite, l'élément 4. 4 est plus petit que 8. Donc, ce n'est pas la bonne position. 4 est plus petit que 7, 4 est plus petit que 6, 4 est plus petit que 5, 4 est plus petit. Non, 4 est plus grand que 3. On le met là. OK, ça c'était pour voir si j'étais concentré ou pas. Donc, voilà comment ça fonctionne. On passe à la suite. Ensuite, on a, n'est-ce pas, toujours dans le même type d'algorithme, tri et rangement, tri ou rangement, on a aussi ce qu'on appelle l'algorithme de tri rapide. OK, donc là, ça va être un défi d'expliquer cet algorithme parce que ce n'est pas un algorithme simple à expliquer. Le tri rapide, encore appelé en anglais quicksort. OK, on y va. Donc, comment ça fonctionne? Ici, la méthode consiste, pour trier, la méthode consiste à placer un élément du tableau, qui est généralement appelé pivot, à sa place définitive. Placer un élément du tableau, encore appelé pivot, à sa place définitive. Et comment on fait pour le placer à sa place définitive? En permutant tous les éléments de telle sorte que tous ceux qui sont inférieurs au pivot, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont inférieurs au pivot se retrouvent à sa gauche et tous ceux qui sont supérieurs au pivot se retrouvent à sa droite. L'objectif donc c'est, n'est-ce pas, de faire cela et de le faire plusieurs fois, donc de manière récursive. Ici, j'introduis un terme un peu complexe, la récursivité, dans le fait qu'on répète le même mécanisme plusieurs fois. Donc voilà, je vais essayer d'expliquer ceci, n'est-ce pas, en vous montrant l'animation de cet algorithme. Ok, bienvenue à tous. Alors, nous sommes de retour pour notre vidéo instructive sur tout ce que vous devez savoir sur les algorithmes. Alors, les aléas du direct m'ont fait stopper pendant que j'étais en train d'expliquer l'algorithme le plus intéressant, c'est-à-dire le tri rapide, encore appelé quicksort. Donc, on va revenir simplement sur l'algorithme quicksort tout de suite sans plus tarder. Et je vais vous expliquer donc comment ça marche avec une image, une animation, n'est-ce pas, que j'ai trouvé sur Internet, sur un site intéressant. Et je pourrais passer le lien à ceux qui veulent approfondir, n'est-ce pas, l'algorithme quicksort pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager l'écran. Comme ça, on va voir, n'est-ce pas, comment ça marche. OK. Alors, voici le quicksort. Donc, supposons qu'on a choisi comme pivot 31. On a 35 et 26 qu'on va comparer. 26 est plus petit que le pivot, donc on va faire un swap entre 26 et 35. Ensuite, on va augmenter, on va arriver sur 33 et on va aller sur 44. Si tout se passe bien, on continue à avancer. Ici, on se rend compte que, voilà, on avance toujours, donc on va avancer comme ça, donc de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite, jusqu'à ce qu'on trouve que, n'est-ce pas, il y a des éléments qui sont plus petits que le pivot et à chaque fois, on va faire permutation jusqu'à la fin. Et lorsqu'on va finir, on va simplement mettre 31 au milieu. Donc, voilà l'animation qui recommence. Ici, on a permuté avec 33. Ici, on a le 44 qui reste à sa place. Ici, on a le 27 qui est plus grand que 33. On va permuter. On a 42 là qui, n'est-ce pas, reste à sa place. Mais 19 est le plus petit. Donc, on va permuter. 19 passe là, 42 passe là. Ensuite, on se retrouve avec 10 et 42, c'est bon. 14 et 42, c'est bon. Et puis 42 et 32, on permute. Donc, 31 se retrouve là. Et tous les éléments qui sont supérieurs à lui sont à sa droite. Ceux qui sont inférieurs sont à sa gauche. Et ensuite, le travail qui va suivre, c'est qu'on va se retrouver avec deux partitions. Et il faudra maintenant refaire le même travail des deux côtés, en fait, en prenant de nouveau un pivot, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le quicksort. Désolé si je vais vite.
Donc, c'est un peu ça. Si vous êtes vraiment intéressé, n'est-ce pas, à bien comprendre le Quicksort, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo dédiée simplement à vous expliquer le Quicksort du début jusqu'à la fin, en entrant effectivement dans tous les détails. Comme mon objectif, n'est-ce pas, dans ces vidéos que je suis en train de faire ces dernières semaines, c'est, n'est-ce pas, de voir dans quelle mesure enseigner l'informatique, la programmation informatique, la programmation entre objets, au plus grand nombre de personnes, n'est-ce pas? Quel que soit le background, ce que je fais, c'est que j'essaie d'expliquer avec des mots simples, de manière introductive, sans trop entrer dans les détails, parce que ce serait peut-être trop de connaissances pour le début. Donc, pour le début, j'introduis juste comme ça. Et au fur et à mesure que le temps va passer, au fur et à mesure que je vais avoir vos questions, je vais commencer à approfondir différents aspects. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la vidéo qui arrive après celle-ci, on va toucher le vrai code. On va toucher le vrai code et j'annonce pas encore quel est le langage de programmation que je vais utiliser pour la vidéo suivante, mais on va faire vraiment de la programmation. On va toucher du code. Donc, j'ai hâte, n'est-ce pas, à arriver à la prochaine vidéo. Voilà, donc je vais te remercier pour ton attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo, aussi longue qu'elle soit, jusqu'à la fin. Je vais te demander de partager cette vidéo si tu connais des informaticiens à qui cela pourrait servir ou des gens qui sont passionnés de l'informatique ou des gens qui sont en train d'apprendre l'informatique. Tu pourras leur partager cette vidéo et je t'invite à mettre j'aime si la vidéo t'a plu. Et bien sûr, si tu veux suivre d'autres vidéos de ce genre, tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne YouTube et cela sera donc automatique pour toi d'avoir, n'est-ce pas, des informations lorsque j'aurai publié une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à commenter, n'est-ce pas, en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses des vidéos que je fais et pour me poser, n'est-ce pas, tes questions. Si tu en as sur l'informatique, la programmation informatique, ou simplement sur cette vidéo que tu viens de suivre. Voilà, je serais très curieux de savoir ce que tu penses de ces vidéos. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'est Wilfried Boenda, coach en informatique. On est ensemble.